Voyant que le protagoniste est toujours en vie, la créature émet un rugissement assourdissant. L'écho résonne dans toute la grotte. Après quoi, la bête attaque rapidement le protagoniste. Elle essaie de mordre le protagoniste avec ses puissantes mâchoires mais au dernier moment, Rick réussit à esquiver l'attaque en sautant. Sans permettre à Rick de reprendre son souffle, la créature l'attaque immédiatement avec sa longue langue, la dirigeant vers des points vitaux. Le protagoniste saute en arrière en essayant de parer les multiples attaques du monstre. Mais la langue de la créature est suffisamment longue pour blesser à nouveau Rick. Cette fois, elle laisse une marque sur son visage. Caché derrière un mur, le protagoniste comprend qu'il ne peut pas faire face à un mutant aussi fort car il ne trouve pas son point faible. Les monstres mutants ont des faiblesses et des forces qui dépendent principalement du type de mutation mais ce mutant peut attaquer à n'importe quelle distance. De plus, il a des écailles épaisses qui le protègent de tout type d'attaque. Le protagoniste comprend qu'il n'a pas le droit de perdre. Des souvenirs d'enfance commencent à émerger dans sa tête. La scène nous montre les funérailles de Laura, la mère de Rick, quand son père Chris et lui se tenaient près de sa tombe. Lorsque la ville a été attaquée par des monstres, sa mère a aidé à l'évacuation. Après quoi, elle a disparu. Mais le petit Rick, essuyant les larmes de son visage, ne croit pas à la mort de Laura car son corps n'a jamais été retrouvé. Avec une expression solennelle, Chris a juré sur la tombe de Laura qu'il exterminerait toutes les créatures et donnerait à leur fils l'opportunité de vivre une vie normale. L'action revient au moment de la bataille. La créature affamée regarde vers Rick. Après quoi, il l'attaque à nouveau avec sa puissante queue, détruisant le mur derrière lequel il se tenait. Des petites pierres se dispersent dans toute la zone mais Rick réagit à l'attaque et parvient à l'esquiver en sautant dans l'autre sens. Serrant fermement son épée avec les deux paumes, Rick montre à la créature qu'il est prêt pour un combat mortel. La lame de Rick scintille d'une lumière vive dont les couleurs illuminent toute la caverne. Une nouvelle notification apparaît dans le système Dieu de la guerre montrant que la compétence de perception innée de Rick a été activée. Maintenant, le protagoniste est capable de ressentir tous les changements dans un rayon de 10 mètres. Avec la nouvelle capacité, la vision de Rick a augmenté à 360 degrés et sa vitesse de réaction a doublé. Avec la capacité activée, les mouvements du monstre ont considérablement ralenti pour lui et maintenant il remarque facilement chaque mouvement fait par le monstre. Parant la prochaine attaque, Rick active son épée et la pointe directement vers le cou du monstre. Après quoi, sans trop de difficulté, d'un énorme coup puissant, il coupe les deux têtes en même temps. Les viles mâchoires du monstre tombent au sol. Rose regarde Rick avec un regard abasourdi. Elle est surprise qu'il ait réussi à vaincre un monstre d'une telle envergure. Debout au-dessus du cadavre de la créature, Rick, avec un regard solennel, lui dit qu'il est temps pour eux de partir car ils sont attendus chez eux. Après avoir fouillé le cadavre du mutant, Rick découvre deux noyaux de bêtes de classe E. Le protagoniste les place dans ses bagages. Après avoir fini d'examiner le corps, le héros part avec Rose sur le dos. Rick court le long des rues ravagées par les monstres, ressentant un peu de paix pour la première fois depuis des jours. Tenant Rose par les hanches, le protagoniste ressent la chaleur de son corps, ce qui le gêne. Avec des palpitations dans sa voix, Rose remercie Rick pour son dernier sauvetage. Elle ajoute que sans lui, elle serait probablement morte. Ce à quoi Rick répond qu'elle le remercie pour rien car ils parcourent ce chemin ensemble, s'entraidant dans les situations difficiles. Les héros apprécient l'atmosphère insouciante. Un sourire apparaît sur leur visage pour la première fois depuis longtemps et les blessures des longues batailles semblent faire un peu moins mal. Mais leur plaisir est interrompu par une pluie de flèches volant droit sur eux. Après avoir esquivé les flèches, Rick et Rose voient Jack venir les rencontrer avec ses nouveaux subordonnés. Jack traite Rick de garçon pleurnichard et se demande comment il a réussi à survivre parce qu'il est un faiblard complet. Tenant toujours Rose sur son dos, Rick regarde avec colère dans leur direction. Jack ajoute que Hank l'a envoyé ici pour s'assurer que Rose ne survive pas. Ce à quoi Rose répond que dès son retour à la maison, ils seront tous jugés comme des rebelles et Hank répondra personnellement à son père. Après avoir entendu cela, Jack sourit et traite Rose d'imbécile naïve. Il ajoute également qu'il l'admirait depuis longtemps et attendait une opportunité. Jack ordonne à ses subordonnés d'attaquer en ajoutant que celui qui tue Rick en premier, il le laissera s'amuser avec Rose. Les hommes de main de Jack se précipitent vers les héros avec un rire malveillant et du désir dans les yeux. Mais Rick les massacre tous en un instant, ne leur laissant aucune chance.
Jacques est surpris par la force de Rick car il se souvient de lui comme d'un réserviste faible qui servait de chair à canon. Après avoir déposé Rose, le protagoniste invite Jacques à régler leur vieux compte. Jacques est furieux à cause de la confiance de Rick. Il ne comprend pas d'où il tire sa force. Décidant que tout dépend de son épée, Jacques ordonne à ses subordonnés d'utiliser des armes à feu afin de le fumer à distance. Sans bouger, Rick active sa nouvelle compétence de perception, détectant chaque balle qui arrive. Après quoi d'un mouvement rapide, il coupe tous les projectiles dirigés vers lui. En un clin d'œil, Rick se retrouve face à face avec ses ennemis. Aucun d'entre eux ne peut suivre les mouvements de Rick. Il les détruit rapidement un à un, ne leur laissant aucune chance de gagner. Après avoir vaincu tous les hommes de main, Rick se retrouve tout aussi rapidement face à Jacques. Il lui dit que maintenant c'est son tour de récolter ce qu'il a semé. Jacques est pétrifié de terreur. Son corps est baigné de sueur froide et son esprit est envahi par une peur bestiale. Réalisant qu'il n'a aucune autre chance de gagner, Jacques essaie de s'échapper en poussant Rick sur le côté. Ce à quoi Rick dit que cela ne le dérange pas de jouer au chat et à la souris avec lui s'il l'amuse pendant au moins quelques minutes. Les mouvements de Rick sont si rapides que pour Jacques, il ressemble à un flash d'éclair noir se propageant sur tout le périmètre. À un moment donné, il semble pour Jacques qu'il a réussi à s'éloigner à une distance de sécurité quand il ressent soudain une vive douleur au niveau de son bras droit. Voyant que sa main n'est plus là, Jacques pousse un grand cri de douleur. Après quoi, épuisé et mutilé, il tombe à genoux devant Rick, lui demandant grâce. Ce à quoi Rick répond que s'il s'excuse auprès de Rose et promet également qu'il ne le reverra plus, il le laissera partir. Incapable d'accepter sa défaite, Jacques s'empare de la pointe d'une des flèches à proximité et tente d'attaquer Rick. Mais cette tentative est vouée à l'échec. Sans aucun regret, le protagoniste contre-attaque Jacques avec un coup puissant, lui infligeant des dégâts mortels. Le corps sans vie de Jacques tombe au sol. Après avoir terminé le combat, Rick met à nouveau Rose sur son dos. Elle le remercie encore une fois pour son aide et ajoute également qu'un détachement de sa famille devrait bientôt venir les chercher. Rose ne mentait pas car après s'être reposé un peu, ils entendent le bruit d'un moteur de guerre s'approchant d'eux. Après quoi, ils voient plusieurs voitures se dirigeant dans leur direction. Les personnes appartenant à la famille de Rose sortent des jeeps vertes. Le premier d'entre eux est un homme aux cheveux gris se réjouissant bruyamment de l'avoir enfin trouvé. Cet homme aux cheveux gris est Monsieur Henry. En apparence, il ressemble un peu à Hank et seule la barbe de bouc distingue Henry de lui. Cet homme sert de majordome dans la maison de Rose. Se rendant compte qu'il est temps pour eux de se séparer, Rose dépose dans la main de Rick un morceau de papier avec son adresse, lui faisant promettre de la visiter dès qu'il sera dans la ville de Shine. Observant la conversation des jeunes, Henry remarque que sa maîtresse a donné son épée à Rick. Cela l'inquiète beaucoup car il est le fils d'un traître. Disant au revoir, Rose rappelle encore une fois à Rick d'être sûr de la retrouver car elle veut toujours lui dire tellement de choses et le protagoniste la suit calmement du regard. Assis au volant, Henry fait une remarque à Rose car une personne de son sang et de son statut ne peut pas être avec une personne comme Rick. Il lui explique qu'il est le fils d'un traître et si les gens découvrent, cela affectera grandement sa réputation. Ce à quoi Rose, avec les yeux baissés d'embarras, répond timidement qu'ils ne sont que des coéquipiers et qu'ensemble, ils ont risqué leur vie pour sortir de cet endroit. Henry pense que sa maîtresse est simple d'esprit et Rick essaie de la tromper. Après quoi, il s'excuse mentalement auprès d'elle pour ses actions ultérieures envers Rick. Pendant ce temps, l'équipe de Hank atteint le champ de bataille jonché de cadavres après une bataille acharnée. Hank regarde le corps mutilé de Jacques avec les larmes aux yeux. Il n'en croit pas ses yeux. La mélancolie et la colère imprègnent son cœur. Prenant le corps sans vie de Jacques dans ses bras, Hank crie furieusement qu'il le vengera définitivement et que personne ne pourra échapper à sa punition divine. Pendant ce temps, l'histoire se déplace vers la prison où le père de Rick est détenu et on nous montre un hélicoptère s'approchant de la piste d'atterrissage. Il s'agit d'un hélicoptère d'agent spécial conçu pour les personnes de rang spécial ainsi que pour le transport de criminels particulièrement dangereux. Un homme en uniforme d'officier et dont les cheveux sont bleus, comme le ciel, sort de l'hélicoptère. À côté de lui se trouve une femme avec des lunettes jaunes et la même couleur de cheveux. Regardant autour d'eux, il remarque que les prisonniers ici se trouvent dans des conditions assez confortables. Les agents travaillant dans cette prison rapportent au commandant que les droits individuels sont respectés ici et que tous les criminels sont traités de manière appropriée.
Regardant l'officier avec un regard enragé, le commandant lui demande les conditions de détention du traître. À cette question, les agents répondent que ces conditions de détention sont les pires de toute la prison. En effet, la vie dans la cellule de Chris pourrait difficilement être qualifiée de confortable car à part les murs sales, un lit et des barreaux, il n'y a pratiquement rien d'autre là, mais Chris purge sa peine avec constance. Cette journée ne fait pas exception. Chris, comme toujours, regarde d'un air vide dans l'une des fissures du mur de la cellule lorsqu'il entend soudain le son de voix qui lui sont déjà familières. Se présentant comme de vieilles connaissances, le commandant Lewis, avec un sourire menaçant sur le visage, demande à Chris la permission de l'emmener dans un nouveau lieu de détention plus adapté. Pendant ce temps, un taxi arrive à la prison. Rick sort de la voiture. Après de longues batailles, il a pu accumuler la somme nécessaire pour le rendez-vous et il est content de pouvoir enfin rencontrer son père car il veut lui dire beaucoup de choses. Anticipant la conversation, Rick entend soudain un grand bruit de moteur venant tout droit du ciel. Levant la tête, Rick voit une immense installation flottant dans les airs dont la taille est comparable à un grand bâtiment et de puissantes turbines lui permettent de voler tout en émettant un rugissement puissant. Cette installation s'appelle une prison aérienne. La prison aérienne est l'endroit le plus dur pour purger une peine. Aucun prisonnier n'en est jamais sorti vivant. Seuls les maniaques les plus tarés et invétérés y sont détenus et récemment, les traîtres sont également envoyés là-bas. Réalisant que ce géant est là pour l'âme de son père, Rick se précipite rapidement pour l'aider. À ce moment, l'hélicoptère nécessaire pour transporter Chris dans cette prison est déjà arrivé sur le toit et Chris se dirige lentement droit vers lui. Entendant le bourdonnement de l'appareil, Rick se précipite au secours de son père du mieux qu'il peut, franchissant décisivement les obstacles des policiers. Atteignant finalement l'héliport, Rick, entouré d'une escouade de policiers, avec de la fureur dans sa voix, crie fort le nom de son père. Entendant ce cri, Chris s'arrête avec une pointe d'horreur sur son visage. Le commandant Lewis et son assistant examinent attentivement l'invité inattendu qui est arrivé soudainement. Ils sont surpris qu'il soit là. La police, voyant un inconnu sur le toit, tente d'arrêter Rick. Mais le premier d'entre eux qui essaie tombe au sol avec un puissant coup de poing au visage. Regardant cela, Lewis dit à Chris qu'il a un fils très intéressant, digne de son père traître. Assommant les policiers essayant de l'arrêter les uns après les autres, Rick se rapproche de plus en plus de son père. Après s'être approché de la distance de 5 mètres, Rick attrape son épée dans l'espoir de surmonter le dernier obstacle qui le sépare de Chris. Mais au même instant, il sent une rapide rafale de vent contre sa joue comme si un train venait de passer devant lui. Réalisant qu'il ne pourra pas esquiver le coup, submergé par une telle vitesse, Rick active intuitivement sa nouvelle compétence de perception. À cause de cela, Rick bloque un coup rapide dirigé dans sa direction. Un bruit fort est émis par le coup puissant et Rick serre fermement la main de Suzanne avec sa main. Regardant à travers les lentilles jaunes de ses lunettes, Suzanne évalue son adversaire, surprise qu'il ait pu arrêter son attaque. Après quoi, elle recule en un clin d'œil, libérant facilement sa main de la forte emprise de Rick. Réalisant qu'un combat ne peut être évité, Suzanne prend la posture caractéristique de son style de combat. Positionnant ses mains en avant, elle dit à Rick qu'elle ne le laissera pas aller plus loin. Avec un regard maussade, Rick lui demande de partir parce qu'il veut juste dire au revoir à son père sinon il sera obligé de se frayer un chemin vers lui. Entendant cela, Suzanne se retrouve instantanément derrière Rick et envoie un coup rapide vers son cou avec une main plate mais, grâce à sa capacité de perception, Rick parvient au dernier moment à bloquer son coup rapide dont la force traverse tout son corps avec une forte vibration. Observant les mouvements de Rick, Suzanne est surprise qu'il ait réussi à parer son attaque à nouveau. Elle commence à comprendre que cela ne peut pas être simplement un accident. Un combat acharné s'ensuit entre eux. Le bruit fort de leur collision se propage dans toute la zone et le champ de bataille scintille de couleurs multicolores. Se battant contre Suzanne, Rick est horrifié par sa force et sa vitesse. Il comprend qu'elle est au moins une combattante de haute catégorie et sans sa capacité de perception, il aurait été dans la tombe il y a longtemps. Posant sa main sur l'épaule de Chris, Lewis lui demande si Rick est vraiment son fils parce que si c'est le cas, ils sont tous les deux parvenus à très bien cacher leur véritable capacité. Mais Chris lui-même est très surpris de voir à quel point Rick est devenu fort, car la dernière fois qu'ils se sont vus, il n'était qu'un soldat réserviste. Pendant ce temps, Suzanne prend de plus en plus l'initiative dans la bataille, laissant de multiples blessures sur le corps de Rick.
Coincé dans un coin et fatigué par la longue bataille, Rick se rend compte que sa seule chance de victoire est d'activer la lame météorite. Il charge l'épée avec son énergie. Après quoi, la lame s'illumine en bleu et il se précipite vers Suzanne. Rick lui crie que si ses mains sont dans le mauvais sens, elle doit se retirer immédiatement. Le bruit fort de leur collision résonne dans toute la ville et toute la surface du toit de la prison est recouverte d'un nuage de poussière. Une fois la poussière dissipée, le protagoniste voit Suzanne devant lui. Sur son corps, il n'y a pas une seule égratignure et sur chacun de ses gants le noyau de bête est visible. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner à notre chaîne et faites-moi savoir dans le commentaire si vous souhaitez voir plus. Boy, everybody told me you could be whatever you wanna be. So I told myself I'ma be a singer, I'ma play on the keys. I can do whatever I want if I just believe.